Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des ailes pour voler. Collection. Dire le harcèlement. Cette collection a pour but de publier des témoignages de victimes de harcèlement moral professionnel ou privé, et de l'isolement et de la souffrance qui en découle. Elle présentera également quelques témoignages de personnes victimes de harcèlement institutionnel, et dont le sort en tant qu'individu est déterminé par leur appartenance à une nationalité, une communauté. Dernière parution. Marnie Devel, Maman est partie, chronique d'un suicide annoncé, 2011. Samira El Boudali. Michel Carrier. Des ailes pour voler. Insulté, battu, séquestré mais libre. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 833 2. EAN 9 782 296 968 332. La tête hors de l'eau. Pendant 10 ans je n'ai pas pu pleurer, je me sentais lourde. Je n'avais plus d'ailes pour voler. Dans l'eau, je ne pouvais plus nager. Les montagnes, je ne pouvais plus les franchir. À 15 ans je me suis trouvée loin de mon pays, j'étais vendue comme une esclave. J'étais l'esclave de cette famille, insultée et battue tous les jours. Le soir, j'avais peur de me coucher, peur des assauts sexuels de l'homme qu'on m'avait désigné comme mari. J'avais surtout peur de dormir, car toutes les nuits je refaisais le même cauchemar. Au milieu de l'eau je luttais pour ne pas sombrer, dressant la tête pour la tenir hors des flots qui allaient m'engloutir. Un matin, je me suis réveillée en pleurant. Tout redevenait possible pour moi, j'ai dit Bismillah. J'ai compris que pour gagner ma liberté il fallait que je franchisse cette montagne, que je vole et que je nage. Et j'en avais enfin la force. J'ai décidé que je n'aurais plus peur. J'ai décidé de retrouver mon identité. J'ai décidé que mon corps, mon esprit m'appartenaient. J'ai décidé d'être une femme libre. Samira El Boudali. Rencontre. C'est une de ces gamines que l'on croise parfois au détour de la ruelle d'une médina du Maroc. Les cheveux bruns qui descendent en cascade jusqu'au bas du dos, les pieds nus, le regard farouche. Elle fuit à votre approche pour se réfugier, avec une ribambelle de gosse sous un porche, avec sur les lèvres un sourire craintif et frondeur. C'est une enfant pleine de vie, curieuse de tout. Elle aimerait jouer à la poupée, mais n'a pas de jouet. C'est une enfant qui s'invente des histoires et qui se rêve une vie. Mais le rêve ne se réalisera pas. En suivant une vieille tradition, les familles arrangent son mariage. À moins de 15 ans, elle doit s'unir à un inconnu. Et sa jeunesse s'arrête, humiliation, séquestration, violence conjugale. 30 années plus tard, mon chemin a croisé celui de cette femme, enfin libre, libre d'une liberté âprement gagnée. Son cœur est resté pur malgré les années de plomb qui ont voilé sa vie de jeune femme. Elle a choisi de ne jamais se venger, de ne jamais faire de mal, pas même à ceux qui lui en ont fait. Elle m'a ouvert son cœur très grand. Je l'ai aidée à poser sur le papier les pages sombres de sa jeunesse volée, comme un cri adressé au monde. Un cri adressé à toutes les femmes maltraitées de la terre, pour les exhorter à ne jamais se résigner. Michel Carrier. Chapitre 1 La clé de mes rêves. Je commence ce récit par son dénouement, car pour moi, il est important de poser tout de suite sur le papier la façon dont je me suis sortie de cette histoire imposée, comment j'ai reconstruit ma vie à partir d'une jeunesse volée. Nous sommes en 1987, j'ai 21 ans et je suis mère de 3 enfants. Après ces 5 années terribles passées dans le nord de la France, je commence à émerger de cet océan de négation de mon être et de ma vie. Je commence à voir encore très loin devant, l'éventualité d'une sortie du tunnel. J'ai réussi à convaincre mon mari qu'il fallait partir, qu'il fallait fuir le climat infernal de la maison de ses parents, fuir sa mère en particulier. Cette femme me hait,
elle n'est que méchanceté, mon visage porte régulièrement la trace de ses ongles longs lorsque sa lourde main s'abat sur moi pour rien, pour tout. Je suis très jeune encore, et même si je ne me fais guère d'illusions quant à un bonheur possible avec mon mari, je prends comme un énorme progrès de l'avoir décidé à partir. Nous allons habiter à Rouen, ça y est. Nous allons laisser la belle-mère avec quelques centaines de kilomètres entre nous, ça ne fera pas de mal. Nous nous installons dans un bel immeuble en face de l'école maternelle des enfants. Le déménagement s'est très bien passé, tout avait été très bien organisé. Les voisins semblent gentils et sont venus nous aider. J'ai tout de suite donné une âme à la maison. J'ai aussi créé des liens avec les infirmières et les institutrices qui étaient tout juste à 500 mètres. Je voudrais croire enfin possible un nouveau départ. Cette fois j'allais pouvoir vivre une vie de famille, une vie de couple. Peut-être mon mari allait-il comprendre que je ne suis pas la domestique à acheter sa mère. Peut-être allait-il comprendre que je suis son épouse, la mère de ses enfants. Peut-être allait-il devenir un homme et me regarder. Je n'ai pas choisi ce mari violent. Dans ma tête, je sais que je le quitterai un jour prochain. Mais j'ai compris que le chemin serait long encore. Dans les premières années de mon mariage, je n'ai fait que courber le dos, mais je veux croire que ça au moins c'est fini. J'ai tenu tête à ma belle-mère, et mon mari m'a soutenue. Je veux tout donner pour réussir ce nouveau départ. J'ai puisé dans tout ce que j'avais vécu de beau et de bon, dans mon enfance au Maroc. Et pour la première fois, je suis autorisée à chercher du travail. Je commence à retrouver un peu de confiance en moi. Nous étions à quelques semaines de Noël, j'ai dit à Tayeb. Écoute, ça fait bientôt 1 an qu'on habite ici. J'aimerais bien avoir un compte bancaire parce que je vais commencer à travailler, les enfants sont à l'école tous les 3. Il m'a arrêté net. Alors ça y est, tu commences à avoir des ailes. La méfiance avait vite repris possession de lui. Question, comment se comportait-il avec toi? Samira. Pendant 1 an c'était relativement correct si je compare aux années précédentes. Sincèrement on vivait une petite vie de couple, même si j'étais courageuse, il fallait quand même assumer les conséquences des envies de monsieur. Il te trompait? Je ne savais pas qu'il me trompait, je l'ai appris plus tard, mais surtout il était trop exigeant sexuellement, il était très porté sur le physique, le plaisir pour monsieur, les autres ne comptent pas. Quand il a envie, comme il a envie, où il a envie. Il était toujours violent dans sa façon de faire l'amour, et je n'y prenais aucun plaisir. Je me disais, si je fais tout ça, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va m'aimer un peu plus. On aura peut-être une vie de famille. De toute façon, je n'avais plus de famille, je n'avais plus que lui et les enfants. Car je n'avais plus de contact avec mes parents au Maroc. Donc dans ma petite tête ça travaillait. Je vais faire ça, ça va me rapporter ça, je gagnerai un peu sa confiance. J'étais au moins tranquille sur une chose, je savais que je ne lui donnerais plus d'enfants. Parce qu'après la naissance de la 3e, je m'étais fait ligaturer les trompes, sans l'accord de personne. Une assistante sociale m'avait écoutée à l'hôpital, et j'ai supplié les médecins et les infirmières, j'ai presque embrassé les gens pour qu'ils me fassent cette opération. Ils m'ont demandé si j'étais bien sûre de moi, l'opération était irréversible. J'étais sûre de moi, je n'aurais plus jamais d'autres enfants. En fait, 10 ans après j'ai eu une autre fille, mais c'est une autre histoire. Donc, à la veille des fêtes de fin d'année, je lui ai demandé un peu d'argent. On n'avait jamais fêté les fêtes religieuses, qu'elles soient musulmanes ou catholiques, on était exclus de tout. Je lui ai dit. On ne fête pas la fin du Ramadan. J'aimerais au moins qu'on fête ça pour les enfants. Donne-moi de l'argent pour acheter un sapin et faire des cadeaux aux enfants. Il m'a répondu que c'était hors de question. On n'est pas chrétien, on fête pas ça. C'est comme ça que la violence a recommencé. J'ai insisté. Je lui ai dit que ce serait bien pour les enfants, qu'à l'école tout le monde parlait de Noël. Il a refusé. Il est parti pendant 2 jours. J'étais murée dans ma frustration, une fois de plus. En rangeant la chambre, je soulève un pantalon qui traînait au sol et un billet de 100 francs tombe de la poche. C'était comme un signe de Dieu. J'ai réuni les enfants et je leur ai dit. Je crois que le Père Noël va venir à la maison ce soir. Mais y a pas de cheminée. C'est pas grave, on laissera la porte entrouverte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apporte?
Ils écoutaient bien attentivement. Ensuite on s'est habillé, on s'est fait beau, et on est parti vers le centre de Rouen pour une balade parmi les belles vitrines des rues piétonnes. J'avais peur de prendre le bus avec les trois. On a fait tout le trajet à pied en coupant même à travers champs. Yumna n'arrivait plus à marcher, elle était toute petite. Maman, quand est-ce qu'on arrive ? J'ai mal aux pieds. Si tu as mal aux pieds, le Père Noël ne passera pas. Alors j'ai pas mal. On a acheté plein de petits trucs, de petits cadeaux, des bonbons, des décorations. De retour à la maison, on a fait des dessins avec des crayons de couleur. Il est de quelle couleur le sapin ? À l'école, il est vert. Et le Père Noël ? Je sais, il est rouge et blanc. On a découpé les dessins pour les accrocher à une plante verte, des petits chats, un ballon, et Jawed avait dessiné une paire de chaussures neuves. En guise de boule, on a suspendu les papiers de bonbons brillants de toutes les couleurs, et on a déroulé la guirlande dorée. Je me souviens des yeux émerveillés des trois devant le sapin, plante verte. Leur offrir ce moment de bonheur était une belle victoire pour moi. Quand Tayeb est rentré, je lui ai raconté la joie des enfants. Mais sa réaction a été de penser que j'avais un amant qui me donnait des sous. Il ne croyait pas que j'avais trouvé 100 francs dans ses poches. Il m'a dit : « D'où vient cet argent ? Tu me trompes. » Il a commencé à fermer la porte à clé, et il m'a tapé dessus. J'ai protesté. « Non, c'est ton argent, je l'ai trouvé dans ton pantalon, c'était pour les enfants. Si j'avais un amant, je ne serais plus avec toi. Je n'ai que toi. » Il a commencé à me surveiller jour et nuit, et à m'enfermer. On n'avait pas le téléphone, on n'avait aucun contact. Même pour les courses, il m'emmenait 2 fois par mois à Carrefour. On ne mangeait que des conserves, ça me rendait dingue, moi la fille d'un maraîcher. Et il fallait que je calcule pour tenir 15 jours sans rien racheter. Et en plus c'était l'argent des allocations familiales, sa paye je n'ai jamais su où elle passait. Quand on arrivait à la caisse, il restait à l'écart avec sa cigarette, et je devais me débrouiller avec les 3 enfants qui braillaient, et ranger la montagne de courses qui s'entassait sur le comptoir de la caisse. La boniche mettait tout dans le sac, et à la fin, monsieur se décidait à aller vers la caisse pour payer. Une fois j'en ai eu vraiment marre, je lui ai dit : « Ça ne t'ennuierait pas de venir m'aider ? » Il me répond : « Moi je travaille pour payer tout ça. Toi, tu es à la maison toute la journée. C'est ton travail, moi je viens pour payer. » Le ton était tellement méprisant qu'une caissière s'est levée pour aller lui dire : « Monsieur, vous n'avez pas honte ? » Ça a tourné en altercation. Il a insulté la caissière sans démordre de ses propos : « C'est son travail, moi je paye. » J'ai ramassé les courses, et je me suis dit que je devais trouver le moyen de sortir de ça. Si j'avais fondé quelque espoir dans ce déménagement, je réalisais qu'il ne changerait jamais. Je devais reprendre mon combat. Quelques jours après, j'ai mis au point un stratagème pour lui voler la clé pendant son sommeil et j'en ai fait faire un double. Il dormait le matin parce qu'il travaillait de nuit. Je me suis dit ça suffit, ça passe ou ça casse, de toute manière faut trouver une solution d'une façon ou d'une autre. Mais je devais être prudente. Je me suis glissée dans son lit pour voir si ça allait bien, s'il dormait, je l'ai rassuré. J'étais obligée d'être maligne pour arriver à m'en sortir. J'ai vu qu'il dormait profondément, et j'ai pris la clé dans sa poche de pantalon. J'ai évalué mes chances, les enfants sont à l'école, j'ai ressenti que c'était le moment de foncer et je suis partie en ville, j'avais 2 correspondances de bus jusqu'au centre de Rouen. Je me suis dépêchée, la peur au ventre, et j'étais de retour pile poil à 11h moins le quart. J'ai ouvert la porte très doucement, par chance, il dormait encore. J'ai replacé la clé dans sa poche et j'ai préparé le repas, j'étais contente, je chantais. Il m'a dit : « Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur ? » J'ai pensé : « Mon pauvre, si tu savais ce que j'ai fait, tu ne pourras plus m'enfermer, à partir d'aujourd'hui, c'est fini l'esclavage. » Q. Comment ça se passait avec les enfants ? S. Ils jouaient dehors seulement quand il était là. Je trouvais toujours une façon de les faire jouer à la maison. Il y avait une petite pièce pour les jeux, j'inventais des chansons, souvent je racontais des contes arabes que je traduisais en français. Ou on inventait des histoires, on se déguisait avec des vieux vêtements. On faisait plein de trucs comme ça pour que les enfants puissent sortir du quotidien et avoir des rêves.
Quelquefois, quand il était là, pendant qu'il dormait, il me disait d'emmener les enfants se promener. Mais il avait toujours peur que je me sauve. Le jour où j'ai eu la clé, je n'ai plus eu peur. Q. Tu lui avais déjà dit que tu partirais? S. Oui, je lui avais dit que je partirais un jour ou l'autre, que je ne finirais pas ma vie avec lui. Parce que j'avais vu que ça ne s'arrangeait pas, il me trompait, il me faisait du mal physiquement. Je ne pouvais pas me dire que ma vie c'était avec cet homme et sa violence, ce n'était pas possible. Et puis j'avais toute la famille sur le dos, il venait me frapper chez moi, il faisait 300 km juste pour venir m'insulter. J'avais enfin un chez moi et il s'arrivait sans prévenir, il s'installait pour 4 jours. Je redevenais esclave à me lever de bonne heure, à faire du pain, à faire à manger, nettoyer le poulet et tout le tralala. Mon beau-père fumait sur le canapé. Il y avait des cendres partout, c'était horrible, même pas merci, c'était normal, c'était l'appartement de leur fils. Q. Tu n'as pas essayé de parler aux voisins? S. Nous habitions un immeuble bourgeois. Les voisins qui nous avaient aidés le jour de notre emménagement avaient pris leur distance. Personne ne nous parlait. On n'était pas du même monde, lui était noir et moi arabe, j'ai tout de suite été jugée parce que je venais d'un autre pays. La seule personne qui a échangé avec moi, c'était l'institutrice. J'ai des très bons souvenirs, on avait fait des photos avec elle et elle adorait Maëra. Mais les voisins ne nous parlaient pas. Je crois qu'ils avaient peur de Tayeb, parce qu'il portait la méchanceté sur son visage. C'était l'indifférence, il me regardait de loin et ça s'arrêtait là. Q. Alors quand tu as eu la clé, qu'est-ce que ça a changé? S. En premier, j'ai commencé à repérer les lieux. Dès qu'ils partaient, je mettais les enfants à l'école, et je faisais mes parcours dans Rouen. Je repérais les services administratifs en pensant que quand je partirais, il me faudrait des papiers. Chaque après-midi, j'avais mon petit programme. Ici j'irais pour les enfants, à tel endroit il y avait une banque, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie. Je faisais mon petit chemin à ma façon. J'avais un grand papier sur lequel je dessinais mes itinéraires, une sorte de plan. Je savais que je devais faire vite. Ma peau était tellement abîmée par les coups que j'avais encaissés, mon corps ne pourrait plus supporter ça très longtemps. Il fallait que je parte sinon mes enfants resteraient orphelins, c'était sûr. Ils me tapaient pratiquement un jour sur 2, pour un oui, pour un non, fallait que je ramasse. J'ai dit, j'en peux plus, il faut que je trouve. La clé, pour moi, ça a été une découverte de liberté incroyable, être dehors, toute seule, marcher dans les rues, c'était totalement nouveau pour moi. Mais ce n'était pas facile pour autant, je n'avais pas d'argent pour prendre le bus. Je ne savais même pas comment on fait pour le prendre. J'avais acheté des tickets, je montais dans le bus et je ne les poinçonnais pas dans la machine. Et quand je descendais du bus, je les jetais par terre. Rire, ils n'étaient même pas utilisés. Ça a duré longtemps, jusqu'au jour où une dame qui me regardait m'a dit « Mais vous faites quoi? Ils sont bons vos tickets de bus. » J'ai répondu « Non, j'ai fait le trajet, c'est fini, je ne vais pas les garder. » Elle a ri et m'a dit gentiment « Mais non, il faut le mettre dans la machine. » Je lui ai dit que je faisais ça depuis tout ce temps, rire. J'avais appris au moins quelque chose. Depuis que je sortais, tous les jours j'apprenais quelque chose. Petit à petit, j'ai pris mes repères, je connaissais beaucoup d'endroits dans la ville, et je prenais de l'assurance. Un soir, le drame est parti. J'étais allée à la caisse d'allocation familiale pour me renseigner. J'ai demandé combien je touchais, parce que je ne le savais pas. C'est lui qui prenait l'argent des enfants, je ne savais rien. Il cachait tous les papiers. Les enfants n'avaient plus rien. Ils avaient besoin de chaussures, de vêtements, parce qu'à un moment, il ne me donnait plus rien du tout. C'est là que j'ai compris qu'il avait une double vie. Je lui ai dit « Écoute Tayeb, ça va pas, je vais te donner le détail de tout. » Il s'est tout de suite douté de quelque chose. Je lui ai dit « Il y a ça, ça, ça et ça. » J'ai parlé de mon allocation de jeune mère. « Comment tu sais tout ça? » J'ai expliqué que j'avais vu les informations à la télé, que même enfermée, j'avais des infos par la télévision. Il restait sur ses gardes et a essayé de me faire parler. Il m'a demandé si je n'avais pas une copine. Je lui ai fait face et je lui ai dit
Je sais ce que tu touches pour chaque enfant et pour moi. En oubliant ma peur, j'ai ajouté. Je te demande, à partir de maintenant, de me donner l'argent des allocations pour moi et pour les enfants, sinon ça va mal aller. J'étais décidée à crever l'abcès, je devais agir, je devais dire les choses, je ne pouvais plus dire amen à tout. Je lui ai expliqué que je m'étais renseignée sur la loi en France, et que je connaissais mes droits maintenant. Il est resté étonnamment calme, et m'a dit que de toute façon il n'avait pas que ça à faire, que ce soir il rentrait vers 20h, et qu'il voulait que le repas soit prêt. J'ai dit d'accord, pas de problème, et j'ai pensé, ce soir ce sera lui ou moi. Pour la première fois je pensais à moi, pas aux enfants. Je me suis dit, tu as démarré, il faut y aller. Il est arrivé à 20h avec un beau costume de marque sur un cintre, bien coupé, beau tissu. J'ai vu que ça avait dû coûter un bon paquet. Je lui ai dit qu'il avait un beau costume, et j'ai demandé s'il avait aussi pensé à moi et s'il m'avait ramené de l'argent. Il m'a répondu, « L'argent tu n'en as pas besoin. Tu ouvres le frigo et tu manges, c'est déjà pas mal que je te nourrisse. » Il a demandé si j'avais préparé à manger. J'ai répondu, « Comme d'habitude c'est prêt, tu viens manger quand tu veux. » Il a aboyé qu'il prendrait une douche d'abord, parce qu'il sortait après pour aller fêter l'anniversaire d'un copain. Je n'ai pas commenté, j'avais l'habitude maintenant. Il est passé dans la chambre. J'avais préparé tous les produits de ménage, produits chimiques, eau de javel, soude pour déboucher les tuyauteries, etc. J'avais décidé dans ma tête, ce costume-là tu ne le mettras pas ce soir. Ce n'était pas normal, nous on avait des souliers déchirés, on avait honte de sortir devant les gens, et lui, il rentrait avec un costume de 3500 francs. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans la baignoire, le costume, la chemise, et j'ai versé les produits. J'en tremblais de peur, mais rien ne pouvait plus m'arrêter. Je pensais, il faut qu'il y ait une justice. Ça ne doit pas être toujours le plus fort qui gagne, c'est plus possible. Ce costume il est foutu, si tu veux faire le beau tu partiras avec un jean, tu n'as pas besoin de ça. Un peu plus tard, il est arrivé dans la cuisine, il voulait ses affaires. J'étais accroupie sur le tapis de prière, je me suis redressée et je lui ai dit d'une voix neutre, que tout était prêt dans la salle de bain. Je savais bien que ce soir-là, je risquais ma vie. Il est revenu à la cuisine. J'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. C'est pour ça qu'après je les ai coupés courts, je ne pouvais plus supporter. Il m'a attrapé par la tresse, il l'a enroulé 3 fois autour de son poignet, il m'a tiré violemment jusqu'à la salle de bain et m'a jeté contre la baignoire. Il a hurlé. « Tu as vu ce que tu as fait ?» J'ai répondu en serrant les dents. « Oui, je le sais. Ça, c'est l'argent des enfants. » Et là, j'ai dérouillé. À l'époque je priais, je faisais le ramadan et je priais. Faut plus me parler de religion aujourd'hui, pas de cette façon. J'étais à genoux sur le tapis de prière quand il m'a saisi aux cheveux par derrière. Il était 9h30 du soir, j'ai ressenti que les enfants ne dormaient pas encore. Il y avait une présence dans mon cœur, comme un désespoir blotti au fond de mon intuition qui me disait, soit j'y reste, soit je pars. Je pensais souvent à partir, mais ça me paraissait trop compliqué. Comment obtenir le divorce ? Quand vous allez chez un juge, il vous dit « Vous avez un certificat médical ? Vous savez où aller ? Vous avez une famille pour vous accueillir ? » Je n'avais rien de tout ça. Malgré tout mon malheur, on me jugeait encore. J'y ai pensé et repensé longtemps avant d'agir. J'avais préparé une cachette. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.